L'accélération du changement climatique, de la crise climatique, l'emballement climatique, nous invite à regarder très sérieusement les rapports des scientifiques qui ont mesuré l'impact d'un réchauffement à 2 degrés, ont mesuré l'impact d'un réchauffement à 1,5 degré. Ils nous montrent qu'entre 1,5 degré et 2 degrés, c'est une différence énorme. Et que l'accord de Paris aurait dû être beaucoup plus précis dans ses ambitions, ne pas simplement viser 2 degrés ou moins, mais choisir un objectif de 1,5 degré et nous rappeler que l'unité, le pas de réussite ne se chiffre pas en degrés, mais en dixièmes de degrés. On devrait se dire 1,5 degré, voire 1,6 degré. Mais là, aujourd'hui, on nous laisse filer des trajectoires en acceptant gaiement qu'on parle de 3, 4, 5, 7 degrés. Là, les derniers rapports nous parlent de 7 degrés. C'est l'extinction de la vie humaine sur Terre. Donc, une catastrophe absolue pour nous, qui en sommes conscients. Mais ce n'est pas la seule crise qui me motive ou me mobilise et m'interpelle. C'est en parallèle une destruction massive du vivant. Donc ce qui me motive, c'est vraiment de comprendre l'extrême urgence qu'il y a à agir face à ces deux crises qui entrent en interaction l'une avec l'autre et qui s'insèrent déjà dans une sacrée dose de problèmes qu'on avait à gérer à l'échelle de nos sociétés humaines. Les inégalités, la faim, la désindustrialisation, la mondialisation, le populisme, etc. Donc on a tout un tas d'autres facteurs. On ne peut pas isoler les deux variables climat-biodiversité, mais il serait fou, une pure folie, de faire abstraction de la réalité et de l'importance de ces deux crises-là. Et contrairement aux autres sujets qui finalement peuvent se résoudre par des traits de plume, on peut décider de réallouer la valeur en redéfinissant la façon dont on mesure la monnaie, par exemple. Et les questions d'inégalité seraient réglées. On ne peut pas, par un trait de plume, dire bon ben hop, la température va régler. C'est un problème physique qui dépend d'une interaction entre nos comportements et le mégasystème que forme la Terre. Donc ça, c'est un projet qui nécessite une mobilisation de ressources matérielles, physiques, d'évolution de portions importantes de la nature, et donc ça prend du temps. Et il faut qu'on comprenne les variables de temps, puisque par ailleurs, l'objectif de neutralité carbone qui découle de ces travaux-là nous amène à chercher une organisation de notre présence sur Terre qui n'ajoute plus d'émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, pour enrayer l'effet de serre. Donc on a un métronome, et c'est ce métronome qui me pousse à agir. Je pense que on est encore trop peu nombreux à avoir fait l'effort de lire et de vraiment réfléchir à cette menace. Et parmi ceux qui ont fait l'effort de s'approprier ces contenus, cette donnée, de lire les rapports du GIEC, entre autres, eh bien, on est alors confronté à un deuxième problème, c'est qu'on est devant une masse d'informations complexes qui s'appuient sur des connaissances physiques ou scientifiques. On va parler avec des unités qui ne sont pas forcément présentes au quotidien. On sait ce que c'est 1 kilo de pommes de terre, on ne sait pas ce que c'est 1 kilo de CO2. Et encore, CO2, ce sont des termes qui ne sont pas accessibles à une grande partie de la population. Donc, puisque les termes qui définissent l'objectif ne sont pas accessibles à la population, on ne peut pas imaginer que ce soit facile de leur expliquer pourquoi il faut agir sur des termes qu'ils ne comprennent pas. Et au-delà des termes, l'interaction entre les phénomènes, la diversité des déclinaisons d'une même crise, d'une partie à l'autre du globe, on a une crise polaire, glaciaire, on a une crise de la toundra et des systèmes subpolaires, on a une crise des systèmes continentaux, une crise des systèmes littoraux, une crise des systèmes tropicaux, subtropicaux, etc. Ce sont des crises qui, à chaque fois, sont intenses, sont graves, mais sont différentes. Et à l'échelle du globe, il faut qu'on puisse les penser tout ensemble, puisqu'on ne peut pas se dire « j'ai fait le job puisque j'ai résolu le problème de la calotte glaciaire », donc l'ours blanc est sauvé, merci beaucoup pour lui. Non, on a un devoir d'organiser l'action sur les différentes parties du globe avec des spécificités, chacune rentrant dans des niveaux de complexité, des milieux naturels, des espèces. C'est une complexité de gueux, c'est horriblement complexe. Donc on a une charge d'information qui est très difficile à appréhender, qui est quasiment incommunicable, puisqu'on épuise, on écrase quiconque d'informations. C'est comme si on mettait une pile d'encyclopédie sur la tête de chacun en disant mange ça au petit déjeuner. C'est indigeste.
Donc je pense qu'on est devant une indicibilité de la crise. Et j'en ai eu une conscience limite amère quand j'ai travaillé pour le compte de la mairie de Paris sur une commande de conception de la stratégie de neutralité carbone de Paris, avec un objectif donc de neutralité à l'échelle de Paris intramuros pour 2050. Et on a fait de notre mieux pour faire le plus court possible. On a fait 367 pages. Et on a refusé d'ailleurs de faire une synthèse, puisque écrire la transition de 2 millions de personnes dans tous les volets de l'activité humaine sur 30 ans, en 4 pages, ça n'a aucun sens. Donc on a dit non, ça n'a pas de sens de faire plus court. On peut pas aller... Il faut pouvoir traiter un minimum de complexité pour être à la hauteur du sujet qui nous est posé. Mais 367 pages, le problème c'est qu'en démarrant l'exercice, on savait que ça allait être... inaccessible à l'immense majorité des gens à qui ce document est pourtant destiné. Donc on produit quelque chose qui ne va pas être utile. C'est compliqué de dire je vais consacrer 1 an de ma vie à quelque chose qui va finalement ne servir à pas grand-chose. Je ne dis pas à rien, mais à pas grand-chose. En tout cas, bien moins que ce à quoi on pourrait espérer qu'il serve. Donc je sais qu'on a à la fois besoin de ces rapports qui doivent être structurés, méthodologiques, rigoureux, appuyés, calculés, didactique, étayé. Et en même temps, il faut inventer d'autres façons de raconter cette histoire. Parce que c'est incompatible avec la charge de communication grande échelle. Un de mes amis, Stéphane Duguet, parle de simplexification. Des choses simples pour dire des choses complexes. Et j'avais cette intuition. J'avais déjà cherché à résumer le travail que j'avais pu faire à l'échelle du territoire de Fontainebleau en disant il faut qu'on puisse parler des grands axes du programme de stratégie post-carbone à l'époque pour que tout le monde dans le territoire de Fontainebleau comprenne qu'il se passe quelque chose d'important dans ce domaine-là. J'avais choisi d'appeler ça le bêta-programme. Bâtiment, emploi, transport, alimentation. 4 lettres. Je me suis dit, bon, bâtiment, emploi, transport, alimentation, tout le monde comprend ces mots-là. Ça fait le lien avec la vie courante. On sait que, ah oui, d'accord, donc j'ai des bâtiments d'habitation, de travail, de public, etc. Ah oui, bon, donc je comprends, il faut les construire différemment, surtout les îles différemment. On part avec un vocabulaire accessible. Mais un bêta-programme... ça reste évanescent, hein. C'est un truc, oui, c'est une formule, c'est des mots, c'est des lettres, et puis, ah oui, qu'est-ce que ça veut dire? C'est énergie, emploi, bon, bref, le problème des acronymes aussi. Et puis, parallèlement, j'ai enseigné, du coup, fort de ces genres d'expérience, la ville durable au master développement durable d'HEC, qui s'appelle aujourd'hui SASI, Sustainable and Social Innovation. Et mes étudiants me demandaient à quoi ressemble une ville durable. Et là, j'avais cherché à montrer les écueils de représentation sur ce sujet-là, qui ne sont pas neufs. Ça fait des années, ça fait des décennies, ça fait des siècles qu'on se trompe de représentation. Et j'ai voulu montrer que le problème venait, par exemple, du titre qui a été donné à cette magnifique œuvre de Urbino, la Città Ideale de Urbino. Et donc c'est tout sauf une cité, puisqu'on ne voit que des bâtiments et on ne voit pas de quoi nourrir la population. Et c'est tout un idéal, puisque personne ne mange, personne ne travaille, personne n'a de quoi se refroidir, se rafraîchir, etc. Il y a pas donc ce n'est pas un idéal. Et cette représentation s'appelle pourtant Città Ideale. Donc on a l'impression quand on voit ça que c'est ce vers quoi on devrait tendre. Et donc l'erreur de représentation induit une erreur de définition de l'objectif. Et ça, c'est une erreur ancienne, j'ai pu le montrer. Et il se trouve que le moteur de recherche qui me donnait les vignettes dont j'allais me servir pour illustrer mon propos avait une erreur de référencement. Donc c'est une erreur informatique qui m'a amené sur la représentation d'une bande horizontale, une fresque à peu près de la même époque, fresque de Lorenzetti, l'allégorie des effets du bon gouvernement. Et là, ce qui m'a tout de suite marqué, c'est qu'on voyait une partie bâtie et une partie de la nature. Je dis, Enfin, on peut parler d'un système cohérent. Et c'est parce qu'il y a une partie nourricière qu'on peut rassembler une autre partie de la population dans un endroit où ils ne vont pas cultiver leur blé. Notre alimentation dépend du blé pour faire des pâtes, pour faire du pain, pour faire la base de notre alimentation. On a besoin de céréales. Et les céréales ne poussent pas en ville. Donc il faut penser la couronne maraîchère, la couronne céréalière, la couronne forestière autour de l'espace bâti. Et là, j'avais cet outil-là à ma main. Et puis, autre facteur qui m'a beaucoup plu dans cette représentation, c'est qu'on voyait plein de gens qui faisaient plein de trucs différents. Je me suis dit, heureusement qu'ils ne font pas tous la même chose, sinon
Ils auraient chacun cette pile d'encyclopédies sur la tête et puis ils auraient du mal à tout traiter. Donc ils sont complémentaires. Ça induit beaucoup de choses sur l'organisation sociale et politique d'ailleurs. C'est parce qu'on se partage le travail, parce qu'on se fait confiance les uns aux autres, parce qu'on arrive à mutualiser dans une vision commune de notre œuvre collective, que nous arrivons à être nombreux à pouvoir faire action commune. Et j'avais là les prémices, les bribes. Et puis chaque année, je revenais dessus à partir de 2010. Et puis chaque année, je consacrais un peu plus de temps dans mon cours sur cette image. Puis un jour, j'ai reçu un puzzle de Sienne de 1000 pièces de cette fameuse fresque de Lorenzetti. Et puis j'ai mis des jours à assembler le puzzle et en cherchant les pièces, j'ai pu voir des détails. Et de détail en détail, je me suis dit, mais au fond, c'est un véritable codex de civilisation. C'est un corpus formidable de ressources pour illustrer les propos qui aujourd'hui sont présents dans notre esprit. On sait qu'on veut avoir des circuits courts, qu'on veut avoir l'alimentation de proximité, des produits frais, on sait qu'on veut avoir de la culture, on sait qu'on veut avoir des bâtiments qui soient isolés, qui soient adaptés au climat, qui puissent consommer moins d'énergie, on sait qu'on veut avoir des fermes qui soient productives et fertiles, on sait qu'on veut gérer l'eau en le partageant, on sait que... Et puis, mais je trouve absolument tout dans cette phrase, c'est prodigieux. J'ai commencé à beaucoup lire sur le sujet, je me suis renseigné, etc. Et puis je me suis dit, mais il faut absolument en faire un outil contemporain, parce qu'on a tout dans cette image. Mais on est dans la première Renaissance. Donc si je montre cette fresque de la première Renaissance autour de moi, on va me dire, t'es gentil, mais ça ressemble au Moyen-Âge, et puis nous, on est une époque moderne. T'as entendu parler de téléphone portable, ça a changé, on va pas quand même revenir là, c'est pas l'âge de pierre, mon ami. Donc... j'avais cette difficulté de dire oui, mais en fait, il faut prendre le temps d'interpréter l'image. C'est une allégorie. Chaque zone de l'image est porteuse de sens. Prenons le temps de comprendre pourquoi on nous représente une personne avec un sac de blé sur la tête, à l'abri d'une muraille du côté intérieur des murs. C'est aujourd'hui un silo à blé. On a mis les récoltes à l'abri, on a mis en sécurité, on a créé de la sécurité alimentaire avec ça. Donc, il faut interpréter l'image. Donc, je me suis dit, on ne peut pas livrer ça comme ça en pâture, il faut pouvoir faire ce travail d'adaptation. C'est ce que j'ai fait avec un artiste nantais qui s'appelle Johan Bertrandi. Et on a tout simplement fait un calque. On a pris un grand tirage de la fresque, on a fait un calque, et j'ai guidé sa plume en lui donnant à la fois des images, des photos, qui illustrent comment aujourd'hui on représente telle ou telle fonction. Et pour moi, il était critique que tout parte de photos, ça existe, on maîtrise les solutions, les techniques, on sait faire. Tout ça est possible. Donc la photo était le premier registre. Mais je ne voulais pas non plus rentrer dans la représentation prescriptive, dire cette fonction, c'est ça. Je voulais rester dans un état d'évocation de la fonction, dire une fonction doit être comprise partout, quel que soit le cadre de vie dans lequel on est. On est peut-être dans une grande petite ville, on est peut-être dans une ville du Nord, une ville du Sud, une ville de la Méditerranée, une ville de l'Atlantique, une ville des Alpes, une ville du Rhin, une ville des Pyrénées. Ça, c'est rien que pour la France, mais au fond, on pourrait être aussi en Andalousie, on pourrait être dans Schleswig-Holstein, on pourrait être le long de l'Oder, on pourrait être dans les Pays-Bas, on pourrait être dans le nord de l'Écosse, on pourrait être même beaucoup plus loin. C'est le propre d'une allégorie, on présente des fonctions qui ont une dimension universelle, intemporelle, et c'est pour ça qu'on s'est orienté vers un dessin au trait un peu limite bande dessinée, en s'inspirant un peu de Magritte. Ceci n'est pas une pipe, on joue sur la dimension signifiée du dessin qui laisse de la place à l'interprétation et à l'imagination. Cette fresque, elle m'a servi d'abord. Elle m'a servi parce que je me suis dit, enfin, je peux simplifier la façon dont on peut relever les défis qui nous sont posés. On abordait la question du climat, on abordait la question de la biodiversité, il y a aussi la question des ressources, l'organisation politique, économique, etc. Avec une image, eh bien, on peut situer, spatialiser, localiser ces différents défis et puis trouver une représentation d'un monde qui tient, d'un monde qui ne s'est pas effondré, d'un monde qui peut fonctionner à 1,5 degré, qui aide à se projeter dans l'idée qu'on puisse réussir une telle entreprise. Et le fait d'imaginer réussir, ça donne aussi de l'énergie, ça galvanise. On dit, pourquoi ne pas y aller? Comme au loto, tous les gagnants ont commencé par jouer, donc allons-y. Et puis, donc, il y a cet effet libérateur, puisqu'on voit qu'il y a une possibilité, et en même temps, un effet facilitateur, puisque
on a un outil qui permet à chacun de se situer, quel que soit son niveau, quelle que soit sa ville, quelle que soit sa campagne, quel que soit son milieu, quelles que soient ses aspirations. On a notre place là-dedans. C'est un objet fédérateur, inclusif, qui nous permet d'avoir le niveau d'information dont on a besoin, sans avoir besoin de lire les centaines, les milliers, les dizaines de milliers de pages qui vont avec. Je me vois dans l'image, je comprends l'équilibre général, je comprends plein de messages, et plus je passe du temps avec cette image, plus j'en comprends bien entendu les subtilités, plus j'en comprends des détails, plus j'en comprends des déclinaisons. Donc il y a évidemment plusieurs couches de lecture. Mais le message principal, c'est qu'on a un outil qui nous permet de faire le lien entre le cahier des charges, sa complexité, et la masse de notre société, qui nous sommes, avec nos contraintes de vie, nos temps disponibles, nos cerveaux, etc. Et on peut y arriver. Et donc le fait d'avoir une sorte de carte d'état-major, de plan de structure, de plan masse, c'est une bonne base. C'est un outil qu'on peut ensuite faire vivre dans plein de milieux différents. La fresque, elle est composée entre une partie urbaine, une partie naturelle, à parts égales. Donc il n'y a pas de l'un qui domine l'autre, il faut que les deux existent. Elle s'articule autour d'une zone qui est largement poreuse. On facilite la circulation entre les deux. Donc on organise la complémentarité entre ces deux parties-là. Donc on les réunit, on les oppose pas, on ne dit pas il y a les campagnards qui sont des vilains trucs machin, et puis il y a les urbains qui sont des vilains trucs machin. On a chacun besoin les uns des autres. Ensuite, on a des points focaux, c'est-à-dire si on trace là encore des diagonales pour voir où est le centre en fait des parties de la fresque, la partie de la nature se croise pile sur un système agroécologique autour d'une ferme et en permaculture avec de l'agroforesterie en périphérie. Et plus on élargit, plus en tache d'huile, plus on comprend qu'on est en interaction avec d'autres écosystèmes. Bien entendu, la place de l'eau, on s'articule avec les océans. Oui, quand on a des pratiques chimiques sur les sols, via le ruissellement dans les rivières, on retrouve les résidus chimiques dans les océans, ce qui explique dans les embouchures des grands fleuves américains, on a des zones mortes parce qu'on a les résidus des pratiques ammoniaquées des grandes plaines céréalières qui se retrouvent quelque part ailleurs. Donc on a cette extension qui nous permet de penser une fonction centrale avec ses déclinaisons, ses variantes. On est en estive, donc on n'a pas la même relation. On est en système forestier, on est en système plutôt maraîcher en bordure des villes, etc., etc. Donc on a une extension de la richesse autour du principe central. C'est une fresque qui donne envie de s'en emparer. Là, à cette échelle-là, un enfant, il prend un crayon et il colorie. Et pour moi, c'est déjà la première étape, c'est de commencer à passer du temps sur cette fresque et de le faire dès le plus jeune âge. À Lyon, dans l'expo Tous à table, qui a eu lieu à la bibliothèque municipale de Lyon, il y avait un grand tirage de 7 mètres de long par 2 mètres de haut de cette fresque en Velleda, et on avait mis à disposition du public des feutres, et des enfants se sont emparés de ces feutres pour colorier des zones. Ils n'ont pas fait du gribouillage. Ils sont allés relever des détails. Ici, une femme en fauteuil roulant, là, 2 enfants qui jouent au foot ensemble. D'autres ont rajouté des vagues ici pour indiquer qu'ils avaient compris submersion, mais ils ont aussi rajouté un surfeur. Et puis, ce même objet, surtout quand il est grand, il invite à se rapprocher, il intrigue. Et puis, comme c'est du papier, c'est facile de renouveler, donc on n'hésite pas à s'exprimer dessus. C'est pas grave si on dit des choses, on peut rajouter des post-it. Ce qui fait que quelqu'un qui découvre un grand tirage avec des post-it, avec du texte, passe du temps à lire et interagit. Et puis on peut le faire avec des groupes. Donc pour montrer qu'on partage le travail, se retrouver à 8, 10, 12 face à une fresque, et bien, tout de suite on parle de collaboration, on vit la collaboration. Et puis quelquefois, quand on est nombreux devant cette fresque, il y a des gens qui ont le doigt sur un détail et on sent qu'eux vont agir sur un chantier en particulier. D'autres préfèrent garder du recul, mais sont aussi utiles parce qu'ils peuvent du coup voir les grandes masses et avoir une capacité à orienter, à dialoguer, à coordonner. Donc cette fresque, elle a été utilisée dans plein de milieux différents, avec des enfants donc, de la maternelle, en primaire, collège, lycée,
à l'université. Je l'ai utilisé avec des grands élus, avec des groupes de patrons, 120 patrons à Nantes, les dirigeants responsables de l'Ouest se sont servis de ça pour faire leur plan stratégique, avec des militants du climat. Donc c'est un côté fédérateur. Si ça me semble très important, c'est de dire que cet objet, même s'il s'appelle Renaissance écologique, n'est pas un objet qui restreint son usage aux écolos militants. C'est un objet qui s'adresse à tous. Un élément qui aussi pour moi était important, c'est de voir qu'on peut dépasser aussi l'usage européen de cette fresque. Alors en Europe, j'ai eu l'occasion de partager cette fresque avec des représentants d'Allemagne, d'Italie, de Bulgarie, d'Écosse, des Pays-Bas, de Pologne, de Slovaquie, donc des diplomates énergie-climat, et avec un dessin commun, ils avaient tous une plateforme commune. Donc c'est un outil diplomatique aussi. Et j'ai eu l'occasion de le présenter à un ami qui vivait dans un village lacustre au Bénin. Et lui m'a raconté son histoire. Et j'ai osé ensuite lui proposer une retranscription de son histoire avec la fresque. Et on a pu suivre les étapes importantes de sa vie. Et il m'a dit, mais c'est un outil formidable. Ce qui fait qu'il est reparti avec un grand tirage de 3 mètres. Et même si on peut dire que ça, c'est une vision, un imaginaire très européen, très occidental, aujourd'hui, il se sert de ce grand tirage de la fresque dans son école flottante à côté de Cotonou, à Sozunco, au Bénin, pour raconter l'histoire de la transition avec une tradition de l'oralité. D'ailleurs, on peut se reconnecter avec des civilisations qui transmettent la connaissance à l'oral et non pas par les livres. Donc on dépasse le problème d'accès à la connaissance par le texte, ce qui lui donne un potentiel de distribution beaucoup plus large encore. Et donc on a un outil fédérateur, un outil accessible, un outil polyvalent. On peut le décliner. Imaginez que dans d'autres zones, nos voisins sont en train de s'en saisir en même temps que nous. On a la possibilité de voir la répartition du temps 0,1, 1,5, 5, 10 ans qui nous permettent de faire le lien avec 2030, les objectifs de division par 2 des émissions de gaz à effet de serre attendus pour tenir la trajectoire de neutralité carbone. C'est possible avec cette fresque. Donc on a un potentiel vraiment important ici, qui s'est matérialisé dans les différents cas d'application que j'ai pu rencontrer depuis maintenant 5 ans et depuis notamment 1 an. C'est un outil qui nous permet de faire le lien avec la complexité du cahier des charges, qui ne nécessite aucune connaissance pour pouvoir comprendre ce qui se passe ici. On comprend ce que c'est un marché, etc. On comprend. Et c'est une invitation à passer plus de temps, à rentrer dans les détails et à saisir les raisons pour lesquelles certains éléments sont dessinés comme ça. Pourquoi y a-t-il une remorque derrière une voiture? Pourquoi y a-t-il un triporteur dans un système de mobilité? Pourquoi n'y a-t-il pas de voiture en ville? Pourquoi y a-t-il autant d'activités autour de la ferme? Pourquoi y a-t-il des voiles sur le cargo? Plus on est capable de répondre à la question pourquoi, plus on rentre dans ce cheminement de la complexité. Et finalement, la fresque est une incitation à se dire, mais au fond, pourquoi a-t-il voulu mettre ici 2 petits personnages avec un chien? Pourquoi y a-t-il ici des abeilles en ville? Pourquoi tout un tas de petits détails qu'on ne voit pas nécessairement au début. Puis on se dit, mais pourquoi est-ce là? Et si on pouvait y arriver, et comme cette fresque repose sur des photos, on peut y arriver. Donc c'est un côté aussi très mobilisateur qui est derrière. Parce qu'on donne espoir pour se dire que, certes, il y a beaucoup de choses à faire, mais on a un outil qu'on peut distribuer à grande échelle, donc on peut être très nombreux à s'engager avec. Et d'ailleurs, la fresque est aujourd'hui promue par le ministère de l'Éducation nationale auprès des 250 000 éco-délégués dans les collèges et les lycées en France, et également auprès des enseignants qui peuvent s'en servir pour un cours d'anglais, un cours de maths, un cours d'histoire, un cours de français, un cours de géographie, etc. On peut avoir plein de disciplines ici qui se croisent. Donc c'est un outil d'apprentissage tout au long de la vie, de formation continue. Donc c'est aussi tout ça que ça peut être. C'est difficile d'isoler une source d'inspiration, surtout quand on parle de complexité et d'autant de sujets différents. Je pense quand même qu'il y a eu des fils rouges qui ont été importants dans ce cheminement. La formulation de l'impératif catégorique de Kant agit de manière à ce que la maxime de ton action puisse être érigée en loi universelle de la nature. C'est un bon guide simple pour choisir le moteur de son action, le principe moral.
Je me suis aussi beaucoup nourri de l'approche pratique de Rob Hopkins dans son manuel de transition, et je l'ai rencontré très vite après la publication de son manuel. On a fait les premiers pas de sa transposition en France à l'époque. Et j'ai aimé ce côté can do, on peut y aller, on peut relever les défis et avançons. Et aussi, je me suis beaucoup nourri des travaux de David MacKay dans Sustainable Energy Without the Hot Air, qui a fourni des données qui nous fournit finalement la dimension des équations qui sont cachées ici. Pourquoi, en fait, y a-t-il plusieurs personnes dans une voiture? C'est parce qu'il y a covoiturage, etc. Donc on a des données chiffrées qui ont guidé le choix des représentations. Donc ces trois-là, sur Nage, mais il y en a d'innombrables autres. Et d'ailleurs, dans Renaissance écologique, le livre que j'ai publié chez Actes Sud, j'ai tenu à organiser une assez épaisse bibliographie structurée par thème. Donc je vous renvoie à la bibliographie de Renaissance écologique que vous pouvez retrouver sur le site renaissanceécologique.fr.